Bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Basile, une chaîne dédiée à l'histoire et le patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le premier château de la Renaissance, le château de Gaillon. Lorsqu'on parle du château de Gaillon, on pense au château Renaissance. En réalité, le premier document qui atteste du château de Gaillon date de 1025 par un duc de Normandie, Richard II. En effet, il y avait d'abord une forteresse médiévale, puis ensuite à partir du XIIIe siècle, le château de Gaillon est devenu la résidence d'été des archevêques de Rouen jusqu'à la Révolution française. Le château est construit sous l'initiative de Georges d'Amboise entre 1502 et 1510. Georges d'Amboise est l'archevêque de Rouen et devient le premier conseiller du roi Louis XII. L'archevêque suit le roi menant ses campagnes militaires en Italie, à Milan, à Gênes, à Naples et à Venise. À son retour en Normandie, inspiré par l'art italien, il décide de modifier le style donné au château et s'engage dans une audacieuse politique de transformation. Le château a été construit à la gloire du roi Louis XII. On le voit notamment avec les fleurs de lys, symbole de la royauté, et de l'hermine, symbole de Anne de Bretagne, sa femme. Georges d'Amboise, l'archevêque de Rouen, accueille même le roi Louis XII en 1508. Le roi passe avec ses chevaux sous plusieurs arches qui font référence aux arcs de triomphe romains. Nous avons la chance d'accueillir au château une magnifique maquette en bois de tilleul représentant le château de Gaillon à la Renaissance. Voici le pavillon d'entrée. Comme son nom l'indique, c'était la porte d'entrée principale durant la Renaissance. À côté, il y avait les cuisines qui étaient séparées du reste du château pour éviter la propagation des incendies. Maintenant, arrêtons-nous sur la cour intérieure. Elle est pavée de marbre rouge, noir, gris et blanc. Elle est directement inspirée des cours carrées des palais italiens. Au centre de la cour, il y avait une fontaine de marbre mesurant 7 mètres de haut. Directement importée d'Italie, elle est à l'image du château entre flamboyant et Renaissance. Comment parler du château de Gaillon sans parler de ses jardins ? Depuis leur installation à Gaillon au XIIIe siècle, les archevêques de Rouen cherchent à aménager les abords naturels du château. Georges d'Amboise fait appel aux grands artisans de l'époque, français et italiens, comme le prêtre napolitain Paciello de Mercogliano. Celui-ci va entreprendre la création d'un jardin d'agrément au nord de la demeure, appelé aujourd'hui Jardin Haut. Le but du jardin était d'être un espace de sociabilité et de plaisir, composé d'aménagements sophistiqués comme la grande fontaine de marbre de Carrare qui se trouvait au centre. Remaniée au XVIIe siècle par André Le Nôtre, les galeries est furent détruites. Nous sommes ici devant l'orangerie du XVIIe siècle, construite sous l'impulsion de Jacques-Nicolas Colbert. Il missionna un certain Jules Hardouin-Mansart, notamment connu pour la célèbre orangerie de Versailles. À Gaillon, il y avait surtout des orangers, mais il y avait aussi des citronniers et des cédatriers. Durant l'été, ces arbres prenaient le soleil et en hiver, ils étaient déplacés à l'intérieur de l'orangerie. L'orangerie était aussi un lieu de sociabilité, puisqu'au deuxième étage, il y avait un salon de musique et il y avait une porte d'accès direct au jardin haut. Aujourd'hui, le château de Gaillon que nous pouvons admirer n'est qu'une ombre de sa splendeur passée. Il a été détruit à près de 80%. Pourtant, quelques vestiges prestigieux témoignent encore de son faste d'antan. Parmi eux, les colonnes du portique, le célèbre portail de Gênes et la façade avancée. Ces éléments, tous issus du château de Georges d'Amboise, ont pourtant quitté Gaillon pour rejoindre Paris au lendemain de la Révolution française. Comme tous les biens de l'Église et de la monarchie, le château est alors confisqué et déclaré bien national. Il est mis aux enchères et très vite commence son démantèlement. Les acheteurs s'arrachent les matériaux, pierres sculptées, éléments décoratifs, fragments architecturaux. Alexandre Lenoir, figure pionnière de la sauvegarde du patrimoine, en acquiert plusieurs pour les exposer dans son musée des monuments français installé à Paris. Plus d'un siècle, ces fragments de Gaillon sommeillent dans les réserves parisiennes. Ce n'est qu'à partir de 1975, date à laquelle l'État devient propriétaire du site, que renaît l'ambition de restaurer le château. Le rapatriement des vestiges s'inscrit alors dans un vaste projet de restitution à l'identique, fidèle à l'esprit de la Renaissance française. Après avoir vu la magnificence du château Renaissance, nous allons maintenant évoquer une période plus sombre du château de Gaillon, l'époque carcérale. Suivez-moi. Le château de Gaillon fut transformé en maison centrale de détention, communément une prison. De 1812 à 1901, il accueilla jusqu'à 50 000 détenus. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants jusqu'en 1839.
En 1839, les femmes sont envoyées dans une autre prison à Rennes et les enfants, à partir de 1820, sont affectés dans un autre bâtiment au niveau des jardins hauts actuels. L'anecdote les plus marquantes ici dans cette prison, c'est qu'une petite fille de 6 ans a été internée ici pour avoir volé des noix dans un marché. Les prisonniers enfermés ici devaient répondre à 2 mots d'ordre, le travail et la religion. En effet, ils devaient travailler jusqu'à 12 heures par jour et devaient aussi assister à de nombreux offices religieux puisque la religion était censée leur remettre dans le droit chemin. Comment parler de l'époque carcérale à Gaillon sans évoquer le quartier des aliénés et des épileptiques à partir de 1876. Le quartier des aliénés et des épileptiques est une première en France. C'était à la fois des détenus, mais ils étaient surtout ici pour être soignés. Les jardins de Lenôtre ont été remaniés au XIXe siècle et notamment il y a eu un pavillon d'hydrothérapie qui a été installé au centre des jardins. Cet espace avait des vertus hygiéniques et thérapeutiques. À partir de 1875, un décret impérial stipule que maintenant toutes les prisons doivent être dotées de cellules individuelles. Or, à Gaillon, ce n'est pas le cas. En 1901, la prison doit fermer. La prison fut ensuite transformée en caserne militaire, d'abord pour les soldats français, puis à partir de 1921 pour les soldats belges. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont récupéré la prison et ont pu notamment enfermer des adversaires politiques. Nous allons maintenant aller dans le quartier cellulaire. C'était des cellules punitives lorsque des prisonniers avaient fauté, notamment pour outrage à agent ou pour autre chose. On recense environ 200 graffitis au sein du château de Gaillon. Les premiers datent de la Renaissance et les plus récents de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes ici dans une cellule punitive de l'époque carcérale. On y voit aussi de nombreux graffitis, et notamment celui-ci, Buchenwald numéro 2. Cela fait référence au camp de concentration de Buchenwald, où des déportés ont été emmenés ici à la fin de la guerre. Lorsqu'on regarde les murs, on aperçoit une substance noire. Il s'agit de coltar, un mélange entre du charbon et du goudron, utilisé pour limiter les moisissures sur les murs. Un très bon fongicide, mais lorsqu'on étalait cette substance, des émanations en ressortaient et nous laissaient dans un état comateux. D'où l'expression « être dans le coltar ». L'agglomération Seine-Eure, avec le soutien de l'État, mène une restauration d'envergure pour redonner vie à ce joyau historique. Actuellement, les travaux se concentrent sur 2 zones emblématiques. L'aile de la Grand-Maison, là où se trouvaient autrefois les somptueuses salles de réception des appartements de Georges d'Amboise et même sa chapelle. Mais ce n'est pas tout. D'autres espaces en devenir, tels qu'un espace muséal de grande ampleur dans l'ancien cellier, une salle de réception au rez-de-chaussée pour accueillir événements et mariages, et des espaces séminaires à l'étage et dans la tour de la Sirène. Les anciennes cuisines deviendront un lieu convivial, avec un bar et un salon de thé. Les ailes ouest et sud accueilleront un conservatoire et un auditorium pour faire du château un véritable lieu de vie artistique et culturel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et surtout, allez visiter le château de Gaillon.